Bonjour à tous, bienvenue sur ce live organisé par ProConta. Avant toute chose, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. On a un petit décalage, donc je vais débuter ce live en commençant par vous demander si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien, si tout est OK pour vous. Faites-moi un retour déjà, dans un premier temps. Bonsoir Sabien, je vois qu'il y a un certain nombre de connectés. Bonsoir Tracy, donc faites-moi un retour, est-ce que tout est OK pour vous avant que nous débutions donc ce live? Sabien me dit oui, d'accord, très bien, merci pour votre retour Sabien. Donc bonsoir Emilia, parfait, bonsoir Molly, parfait, je vois qu'il y a du monde. Bonsoir Ajar, parfait, donc très très bien. Écoutez, avant de commencer, je vais peut-être commencer, avant de débuter, pardon, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Charles Abaïdia. J'interviens chez ProConta depuis maintenant 3 ans et j'accompagne les étudiants dans le cadre de la préparation de l'UE4 du DSCG et plus exactement sur la partie consolidation et normes IFRS. Donc je suis moi-même diplômé d'expertise comptable et j'évolue en qualité de manager dans un cabinet qui est spécialisé en production d'informations consolidées, un cabinet situé à Paris. Et donc voilà, j'accompagne tous les jours des groupes de différentes tailles à sortir et à produire leurs comptes consolidés. Et donc l'objectif d'aujourd'hui et l'objectif de ce live, c'est de vous présenter cette fameuse UE4 du DSCG, de tenter de la démystifier, puisque elle est réputée pour être assez complexe à appréhender. Mais vous le verrez, avec une bonne méthodologie et de l'entraînement, elle s'appréhende plutôt bien. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors ce soir, je ne rentrerai pas dans la technique, ce n'est pas l'objectif de ce live. Puis on aura toute l'année pour ça et on fera un certain nombre d'exercices. Justement, et mon rôle est de vous accompagner tant sur la méthodologie que sur la partie technique afin de monter en puissance tout au long de l'année et d'appréhender au mieux cette UE. Bonsoir Lamia, je vois qu'il y a du monde, donc écoutez, ça me fait très très plaisir, très très bien, et je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faut surtout, le live est fait pour ça, et je tenterai en tout cas d'y répondre du mieux possible. Donc aujourd'hui, au sommaire, nous allons redescendre donc les thématiques de l'UE4 du DSCG. On redescendra également ensemble donc la méthode d'apprentissage pour chacun ou chacune de ces thématiques et on terminera par analyser ou identifier en tout cas les différents rapports du jury, puisque chaque année un jury en tout cas plutôt commente les examens, les analyses, publie les taux de réussite, et c'est toujours intéressant d'observer ce que rapporte le jury pour justement appréhender au mieux cette épreuve. D'accord? Donc, l'UE4 du DSCG, une UE relativement dense, c'est vrai, mais comme je le disais en préambule, avec une bonne méthodologie, elle s'appréhende plutôt bien. Donc c'est une épreuve écrite de 4 heures, coefficient 1,5. Aucune équivalence pour cette UE, contrairement à d'autres UE, pour celle-ci, il n'y a aucune équivalence. Au même titre que l'UE1 du DSCG, l'UE de droit. Au niveau des thématiques, donc l'UE4 est séquencé en 4 grands thèmes: les opérations de restructuration, les normes internationales, les normes IFRS, les comptes de groupe, qu'on appelle aussi plus communément la consolidation, et l'audit. Donc, peut-être que certains d'entre vous évoluent en cabinet, en entreprise, sont des professionnels
aguerris, chevronnés. Et en tout cas, bon, c'est souvent le cas chez ProConta, hein. On a un certain nombre de professionnels qui donc travaillent et préparent certaines, une, voire plusieurs UE afin de valider le DSCG et potentiellement aller chercher derrière le diplôme d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Donc focus sur l'épreuve qui vient de se dérouler il y a quelques jours de cela. Une épreuve que j'ai trouvée plutôt claire, longue mais relativement claire. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont passé l'épreuve, faites-nous un retour si c'est le cas, afin qu'on puisse avoir votre ressenti par rapport à ça. Une épreuve, donc 4 dossiers, qui traduisaient les 4 thématiques donc, du DSCG que je viens de présenter. De mémoire, un premier dossier donc, qui portait sur les opérations de restructuration. Il fallait traiter c'était le cas de mémoire, le cas d'une fusion-création, qu'on appelle également une fusion-réunion. C'est lorsque 2 sociétés en fait vont perdre leur personnalité morale et on va créer une autre société qui va absorber en tout cas l'ensemble des actifs et des passifs de ces 2 sociétés. Donc c'est 2 entités qui vont être regroupées dans une seule. On avait après le deuxième dossier qui portait donc les comptes de groupe sur la consolidation, un dossier à 8 points. Oui, le premier dossier, j'aurais peut-être dû le préciser, je crois, si je ne m'abuse, que le premier dossier était sur 5 points. Le dossier qui portait sur la consolidation était sur 8 points, donc c'était un exercice assez classique dans lequel vous aviez en fait à traiter des opérations qui portaient en tout cas sur la détermination du périmètre de consolidation, le fait de pouvoir déterminer le pourcentage de contrôle, le pourcentage d'intérêt, les intérêts minoritaires notamment. Un périmètre qui pouvait être considéré comme étant complexe. Je pense que certains d'entre vous ont dû passer du temps, si des personnes l'ont passé ce soir, l'ont passé pardon, la semaine dernière. Le périmètre pouvait être quand même être considéré comme complexe, mais avec une bonne méthodologie. Pour avoir fait plusieurs lives d'entraînement en direct avec des étudiants, bon, les périmètres qu'on appréhendait étaient quand même beaucoup plus... je ne sais pas si je peux dire compliqué, puisque c'est vrai qu'au moment de l'examen, bon, il y a toujours une part de stress, il y a le temps qui rentre également en ligne de compte, mais en tout cas, d'un point de vue technique, les périmètres qu'on appréhendait, nous, chez ProConta, étaient quand même plus compliqués. Donc vous aviez également une question de mémoire sur un retraitement de pré-consolidation qui portait sur les subventions d'investissement en IFRS. J'aurais dû le préciser également, le dossier était à traiter en appliquant le référentiel international, donc les normes IFRS. Vous aviez également une question de mémoire sur les opérations intragroupes non réciproques. Et puis, assez classique, un partage des capitaux propres. Bon, vous le verrez, pour certains qui découvrent l'UE, c'est vraiment des thématiques classiques que l'on retrouve et que l'on appréhende tout au long de l'année. On fait vraiment un certain nombre d'exercices par rapport à tout ça. Et un goodwill, je crois, calculer un regroupement d'entreprises que vous aviez à traiter. Voilà pour la partie, en tout cas, consolidation, qui était donc notée sur 8 points. Il y avait également un dossier donc, qui portait sur les normes internationales, les normes IFRS. Là, le dossier portait sur IFRS 9, relatif aux instruments financiers. Bon, très sincèrement, si on connaissait son cours, c'était des points donnés, c'était sur 2 points, et c'était vraiment pas complexe pour le coup. Un tout petit dossier, je crois 2 ou 3 questions, pas plus, et si on connaissait son cours, c'était vraiment pas complexe à traiter, mais vraiment. C'était des points donnés. Et enfin, le dossier d'audit que j'ai trouvé également pas très compliqué, c'était vraiment des notions de cours qu'il fallait connaître, mais il n'y avait pas d'analyse à mener, comme on pourrait le faire dans le cadre d'un audit en pratique, mais c'était vraiment des questions de cours, des définitions à donner. Donc très sincèrement, le dernier dossier était sur 5 points, le dossier d'audit. Je l'ai trouvé plutôt long, mais encore une fois, si on connaissait son cours, on pouvait le traiter plutôt bien et on pouvait vraiment aller chercher des points au niveau de ce dossier-là. Donc encore une fois, si vous avez des remarques par rapport à ce que je dis, si certains d'entre vous l'ont passé, faites-nous un retour. C'est toujours intéressant d'avoir votre ressenti.
Mais au niveau des épreuves, en tout cas sur la partie IFRS et sur la partie consolidation, bon, on avait fait un certain nombre d'exercices justement pour être bien préparé. On avait fait des séminaires, enfin des lives intensifs où on faisait quand même beaucoup d'exercices. C'était pas le week-end qui précédait les examens, c'était le week-end d'avant. Et on avait redescendu quand même un certain nombre de problématiques par rapport à ce qu'on était susceptible de retrouver le jour de l'examen. Au niveau de l'UE4 du DSCG, bon, il y a un renforcement des normes IFRS. C'est vrai que en pratique, on utilise quand même pas mal les normes IFRS. Bon, tout dépend du groupe, tout dépend de leurs besoins. Même si ça reste de la consolidation, c'est vrai que les normes IFRS peuvent effrayer certains étudiants. Ce qu'on attend de vous le jour de l'examen, c'est vraiment pas de l'analyse ou en tout cas d'apporter une certaine subjectivité par rapport à ce que vous êtes en train de traiter ou d'appréhender, mais c'est vraiment plus de la connaissance générale autour des IFRS, l'objectif étant d'avoir un vernis, mais de ne pas être un expert en IFRS, puisque c'est vrai qu'en pratique, elles peuvent être complexes à manipuler pour la simple et bonne raison que souvent, quand vous manipulez une norme IFRS, ça se demande de faire appel quand même à des connaissances qui vont être des connaissances, disons, financières. C'est des normes qui sont très axées finance, à l'image de l'environnement économique dans lequel on est et de la financiarisation de l'économie. Donc c'est vrai que les normes IFRS peuvent être, c'est des normes anglo-saxonnes qui peuvent être parfois complexes à traiter en pratique, et je dis bien parfois, pas tout le temps, mais au niveau de l'examen, voilà, on vous demande d'avoir un vernis et une connaissance générale des normes IFRS, mais sans que ce soit véritablement poussé. Néanmoins, le programme a été revu il y a quelques années de cela. Là, c'est la deuxième, je crois que c'est la deuxième année pour lequel en fait vous travaillez sur le nouveau programme. Je perds un peu mes mots, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, mais comment dirais-je? Au niveau des normes IFRS, auparavant, elles étaient appréhendées dans le cadre du dossier consolidation. Aujourd'hui, elles ont été extraits de la partie conso pour former vraiment une thématique à part de l'UE4 du DSCG. Mais très sincèrement, au niveau des connaissances à appréhender, c'est la même chose qu'il fallait connaître il y a 4 ou 5 ans. C'est vraiment la même chose. C'est juste qu'on marque le trait et qu'on montre l'importance d'avoir des connaissances au niveau des normes IFRS, compte tenu de l'environnement économique dans lequel on est. D'accord ? Donc, je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, tout d'abord, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou si vous avez des questions par rapport aux différents points que je vais redescendre ce soir. Les thèmes donc de l'UE4, les opérations de restructuration. Donc, qu'est-ce que, en tout cas, dites-moi tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez des opérations de restructuration. Donnez-moi des exemples d'opérations de restructuration. Peut-être que vous en avez traité dans le cadre de votre poste actuel. Peut-être que vous en avez déjà vu dans le cadre de vos révisions sur d'autres masters, peut-être. Je ne sais pas. Donc Elma me dit fusion, Elie me dit fusion, d'accord, fusion. Alors fusion, il y a différents types de fusion qui sont possibles. Scission, Elie me dit scission, oui, je suis d'accord. Fusion également, mais est-ce que apport partiel d'actifs? Absolument. Donc effectivement, globalement, dans le cadre de l'UE4, il y a, je dirais, 5 types d'opérations que vous devez absolument maîtriser. Donc la fusion-création, la fusion-réunion, c'est typiquement ce qui est tombé en fait dans le cadre de l'examen de la semaine dernière. La fusion-renonciation, donc tout simplement, vous possédez les titres d'une société, vous possédez une quote-part du capital d'une société, et puis vous allez l'absorber. Donc, en contrepartie de quoi, vous allez donner des titres de la société en fait absorbante
aux actionnaires de la société absorbée, mais dans la mesure où vous avez déjà une quotité et vous détenez déjà une quote-part du capital de la société absorbée, bah vous allez renoncer au titre que vous avez. Vous n'allez pas opérer une augmentation de capital pour vous-même, hein. C'est vraiment pour rémunérer les actionnaires de la société absorbée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fusion-renonciation qui amène à, derrière, traiter ou en tout cas appréhender le cas du résultat de fusion qui peut se traduire par un boni de fusion ou par un mali de fusion. Après, vous avez donc les APA, les apports partiels d'actifs. Je l'ai vu passer, donc c'était Elie qui me disait ça. Donc effectivement, Elie, hein, les APA, apports partiels d'actifs, hein, vous allez apporter une branche d'activité à une autre entité, en contrepartie de quoi vous allez être rémunéré via des titres de participation. La TUP donc, qui est régie par le Code civil, hein, là on sort du Code de commerce, hein, c'est vraiment traité et appréhendé dans le cadre du Code civil. Et la TUP peut être opérée, hein, c'est vraiment une facilité au niveau des démarches administratives et autres, et ça peut être réalisé à partir du moment où vous détenez 100% de la société, de la filiale, hein. À partir du moment où vous détenez 100% d'une filiale, vous allez pouvoir, dans le jargon on dit la tuper, hein, l'absorber en utilisant ce cadre réglementaire. Il va y avoir également toutes les opérations de scission qui peuvent être aussi, donc vous avez scission simple, scission renonciation. Donc dans les grandes lignes, voilà les 5 types d'opérations qu'il faut maîtriser, hein. Il y en a d'autres, évidemment. Vous les redescendrez avec le professeur en charge de cette partie du DS. Mais je dirais que si vous avez une bonne maîtrise et une bonne recette, une bonne méthodologie pour chacune de ces opérations-là, il n'y a pas de grande complexité le jour de l'examen, hein, voilà, d'un point de vue technique, c'est ce qu'on vous demande de maîtriser. Il y a aussi des notions de cours, hein, qu'il faut pouvoir appréhender, hein, tout ce qui est lié au commissariat à la fusion, la détermination d'une parité d'échange. Donc comment est-ce que je fais, hein, pour calculer une parité d'échange, un rapport d'échange? Le mode décomptabilisation des apports, hein, une fois que vous allez donc comptabiliser l'ensemble des actifs et des passifs de l'entité qui a été absorbée ou scindée, est-ce que cette comptabilisation va se faire à la valeur comptable, à la valeur réelle? Ça, c'est vraiment du cours. Et puis le traitement des boni-malus de fusion, qui est vraiment un cas très récurrent, qui tombe très souvent à l'examen, puisqu'un mali peut se traduire par un vrai mali, un faux mali, qu'on appelle également un mali technique. Tout ça, vous le verrez dans le cadre de l'UE4 du DSCG et chez ProConta, à travers des lives, à travers des supports de cours, à travers des vidéos, des replays, etc. Donc, fusion-création, on me dit fusion-réduction. Elie me demande quelle est la différence fondamentale entre la fusion-création et la TUP. Alors, ça n'a strictement rien à voir, hein. Fusion-création régie par le Code de commerce. Pour faire simple, fusion-création, vous avez une entité A, une entité B. A va être en fait absorbé par une nouvelle entité, B également, hein. Il n'y a pas et on va créer en fait plutôt une nouvelle entité qu'on appellera AB, d'accord, qui va récupérer l'ensemble des actifs et des passifs de A et l'ensemble des actifs et des passifs de B. Ça, c'est ce qu'on appelle une fusion-création ou une fusion-réunion. C'est la même chose, d'accord? C'est ce qui est tombé à l'examen. Donc il y a une petite partie technique à comprendre autour de cette opération, mais c'est encore une fois, c'est pas très complexe, hein. À partir du moment où vous l'avez vu et vous l'avez traité 2-3 fois, pas besoin de plus. Une TUP, c'est totalement différent, c'est régi par le Code de commerce. Dans le cas d'une TUP, vous avez une mère qui va détenir 100% d'une fille, et donc plutôt que de passer par le régime, par exemple, de la fusion simplifiée, hein, c'est vraiment un régime juridique qui est traité, ou en tout cas qui est encadré par le Code de commerce. Là, la TUP, elle, c'est au niveau du Code civil. Vous allez avoir des démarches administratives qui vont être facilitées. Il n'y aura pas besoin de faire d'assemblée générale extraordinaire, par exemple. Il n'y aura pas besoin d'avoir de commissaire à la fusion, par exemple. Et donc, à partir du moment où vous détenez 100% de la fille, eh ben, derrière, vous allez pouvoir opter pour ce dispositif. Et l'objectif, ça va être, encore une fois, de remonter l'ensemble des actifs et des passifs de F chez M. D'accord? Ça, c'est la TUP. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, Elie? Faites-moi un retour si c'est clair pour vous.
hein, sinon j'essaierai de trouver d'autres exemples. Donc, les normes internationales IFRS. Alors, qu'est-ce que vous savez de ces normes, de ces fameuses normes IFRS? Hein, est-ce que vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cela? Donc faites-moi un retour, on a un petit décalage. Tant mieux Elie, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous savez de ces normes IFRS qui peuvent terroriser un certain nombre de personnes? Hein, et encore une fois, je me répète, dans le cadre de l'UE4 du DSCG, on ne vous demande pas de sortir de l'UE4 en étant un expert IFRS, absolument pas. Hein. Vous avez des experts IFRS 16, des experts IFRS 9, des experts IFRS 2 qui ne font que ça toute la journée. D'accord? Donc, ce n'est pas à travers quelques heures de cours que vous allez devenir un expert en IFRS. En revanche, grâce au DSCG, si toutefois demain vous souhaitez travailler en consolidation dans un groupe, dans un cabinet, que sais-je, ou même faire de l'audit, au moins vous aurez un vernis pour pouvoir aller chercher la connaissance nécessaire par rapport à ces normes-là. Régi par l'IASB, me dit Emilia, très bien, norme comptable internationale. Tu peux aussi entre deux filles, me dit Martial. Alors je vais peut-être revenir après, Martial, sur votre question. IAS et IFRS, d'accord. Normes comptables pour harmoniser les états financiers, oui c'est ça, Tracy. Normes utilisées dans les entreprises cotées en bourse, d'accord. Normes internationales, donc c'est vrai. Les normes IFRS ont pour objectif premier d'harmoniser l'ensemble des états financiers que l'on pourrait retrouver au niveau des entreprises effectivement qui sont cotées sur un marché réglementé. D'accord. Elles ont pour objectif, en tout cas l'objectif de l'IASB qui effectivement publie ces normes, l'objectif premier, c'est d'apporter plus de transparence, plus d'homogénéité au niveau des comptes, de faciliter la comparabilité des comptes, compte tenu du fait que, encore une fois, dans un environnement de plus en plus mondialisé, ça va être beaucoup plus simple pour les investisseurs de se positionner et de pouvoir arbitrer entre un investissement sur telle entreprise ou telle entreprise. D'accord? Donc c'est vraiment la volonté première, hein, c'est l'objectif premier de l'élaboration et de l'établissement de ces normes. D'accord? Elles sont donc effectivement établies par l'IASB. Avant 2001, de mémoire, avant 2001, on les appelait les IAS. Et depuis 2001, on les appelle les IFRS. Toutes les normes qui sont sorties après 2001, on parlera de normes IFRS, et toutes les normes qui étaient sorties avant, on les appelle les normes IAS. C'est pour ça que vous avez, on parle de normes IAS, IFRS, vous avez certaines IAS 40 par exemple qui portent sur les immeubles de placement. C'était une norme qui était sortie avant 2001 et qui n'a pas été remplacée. D'accord. Avant, vous aviez par exemple IAS 18, vous avez IAS 2. Désormais, vous allez avoir, depuis 2001, par exemple, la norme IFRS 16 qui porte sur les contrats de location, qui a remplacé la norme IAS 17. Et à chaque fois que la norme qui entre actuellement en vigueur, sur laquelle, en tout cas, qui fait beaucoup de bruit dans le monde de la consolidation, c'est IFRS 17. Et puis, l'IASB a aussi pour ambition de remettre à plat, je dirais pas l'ensemble des états financiers, mais en tout cas la norme IAS 1 qui porte sur la présentation des états financiers en IFRS. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux normes IFRS. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. L'objectif, élaborer un jeu unique de normes comptables de haute qualité, compréhensible et applicable dans le monde entier, produire une information financière pertinente, transparente et comparable, favorisant de ce fait la prise de décision des investisseurs. J'aurais dû aussi le préciser, elles sont d'application obligatoire pour depuis 2005, elles sont d'application obligatoire pour les entités qui sont cotées sur un marché réglementé. En France, vous ne pouvez pas utiliser les normes IFRS pour produire les comptes sociaux, les comptes d'une seule entité. En revanche, vous pouvez les utiliser pour établir les comptes consolidés. Par contre, dans certains pays, tels qu'au Brésil, on a la possibilité, ou en Afrique du Sud, d'utiliser les normes IFRS au niveau des comptes sociaux. En France, ce n'est pas possible, mais
Dans certains pays, c'est possible de les utiliser. Elles se rapprochent, ou en tout cas vous avez certaines normes qui se rapprochent très très fortement des US GAAP, hein, des normes américaines, par exemple la norme IFRS 15 qui porte sur la reconnaissance du chiffre d'affaires, hein, produit des activités ordinaires, est une norme qui est vraiment quasi similaire à son équivalente en US GAAP. D'accord ? Donc voilà, vous l'objectif, hein, c'est d'avoir des notions qui portent, disons, je dirais plus, j'aime pas trop dire ça, mais disons des notions théoriques, hein, qui portent sur le cadre conceptuel, l'information financière. Quels sont les principes comptables qui régissent ces normes, quels sont les différents types de valorisation, hein, le concept de la juste valeur en IFRS, le concept du coût historique, etc. Donc du coût amorti par exemple. Tout ça, on vous demande de connaître quand même un certain nombre de définitions. Et alors au programme, on vous demande de connaître aussi les principales différences qu'il pourrait y avoir entre les normes françaises et les normes IFRS. Donc les normes françaises qui sont régies dans le cadre de l'ANC 2020-01, hein, c'est le dernier règlement qui est paru, donc, que nous on utilise depuis le 1er janvier 2021. Donc on utilise en tout cas ces normes désormais en normes françaises. Auparavant, on était sur le CRC 9902 qui a été totalement abrogé, hein, maintenant c'est terminé, et qui a été remplacé par le nouveau règlement français, l'ANC 2020-01. Tout au long de l'année, de toute façon, on appréhende des retraitements ou des opérations en consolidation selon le référentiel IFRS et selon les normes françaises, et à chaque fois, on essaye d'observer les divergences qu'on a entre ces deux référentiels. En termes de mécanique, hein, je dirais conso, c'est exactement la même chose, hein. La conso, c'est vraiment une mécanique en tant que telle. En revanche, derrière, on va vous dire qu'en IFRS, la comptabilisation de tel actif s'élève à 100, en normes françaises, ce sera 80. Mais après, les opérations, hein, la mécanique qu'il y a derrière, c'est vraiment la même entre les deux référentiels, hein. C'est vraiment le mode de comptabilisation, je dirais, ou la valorisation qui diffère principalement, hein, au niveau des normes françaises et des normes IFRS, en tout cas dans le cadre de ce qu'on vous demande de connaître dans le cadre du DSCG. Pour que ce soit peut-être plus clair dans votre esprit, dites-vous que vous avez 3 grandes sous-sections dans le cadre de cette thématique du programme. Les normes IFRS, vous avez des normes de présentation, IAS 1 qui porte sur les états financiers, IAS 7 par exemple qui porte sur la présentation du tableau de flux de trésorerie. Vous avez des normes qui sont liées au périmètre, IFRS 10 qui porte sur le contrôle, IAS 28 par exemple, IFRS 11 qui porte sur le partenariat, IFRS 3 qui est relatif au regroupement d'entreprises. Et puis vous avez des normes, disons, plus d'évaluation, IAS 36 qui est lié en fait aux dépréciations d'actifs, IAS 40 qui porte sur les immeubles de placement, IFRS 16 les contrats de location, etc. Si déjà dans votre esprit vous vous dites que vous avez 3 grandes sous-sections et qu'à chaque fois vous rangez ces différentes normes dans des boîtes, hein, au sein de ces sous-sections, bon, ça va vous permettre déjà d'avoir une vision un peu plus claire de ce que sont les normes IFRS. Encore une fois, elles ne sont qu'un guide, hein, qu'un mode d'emploi, qu'un code de la route, hein. En normes françaises, on va vous dire que vous avez le droit de rouler à telle vitesse. En normes IFRS, on va vous dire que c'est comme ça, que c'est différent et que ça va être à une autre vitesse, par exemple. Il faut vraiment le voir il faut vraiment le voir de cette façon-là, puisque encore une fois, en France, elles ne sont utilisées que pour l'établissement et la publication des comptes consolidés. D'accord ? Donc la consolidation, c'est une mécanique particulière, c'est une technique particulière, et pour derrière publier et présenter des comptes consolidés, vous pouvez utiliser soit le référentiel français, soit les normes internationales, en supposant que vous ne soyez pas dans l'obligation d'utiliser les normes internationales, évidemment. D'accord, donc dites-moi si c'est clair pour vous ou pas, ou si vous souhaitez que peut-être j'approfondisse un petit peu, hein. Il n'y a vraiment aucun problème et on est là pour ça, on est là pour échanger. Donc n'hésitez pas. Les comptes de groupe, donc la consolidation. Qu'est-ce que la consolidation? La consolidation, c'est, je dirais, la consolidation, ce n'est que des plus en fait, hein. La conso, c'est une addition,
hein. Je vais tout simplement agréger les états financiers d'un ensemble d'entités qui vont être détenues, ou en tout cas d'entités qui vont être détenues par une société mère, une société holding. Hein, donc vous avez des liens capitalistiques, hein, entre les différentes entités qui font partie de votre périmètre de consolidation. Bon, c'est vraiment une technique qu'il faut s'approprier. C'est pas plus complexe que ce que vous avez vu dans le cadre peut-être du DCG, lorsqu'au départ on vous expliquait ce que c'était que le débit-crédit. Non, à partir du moment où on vous l'explique de façon claire, bon, généralement, les étudiants ne me disent pas que c'est une partie qui est compliquée du programme, hein. C'est une logique à appréhender. Une fois que vous avez la logique, au même titre que le débit-crédit, bon, généralement ça coule de source. Enfin, en tout cas, ça vous fait moins peur d'un seul coup, puisqu'on en entend beaucoup parler. Je dirais que pour appréhender au mieux la conso, il faut en revanche avoir quand même des bases au niveau du social, au niveau des comptes sociaux, hein. Donc c'est toujours mieux d'avoir fait le DCG ou d'avoir fait peut-être un BTS, un IUT, un autre master. Mais c'est vrai que travailler directement sur la consolidation sans avoir, je dirais, une certaine maîtrise des comptes sociaux, ça peut être là, en revanche, assez complexe. C'est pas impossible, mais ça va vous demander un peu plus d'effort, puisque généralement, on s'appuie, notre matière première, nous, consolideurs, notre matière première, c'est vraiment les comptes sociaux. Donc derrière, nous, notre objectif, c'est d'agréger, de faire des plus, hein. Alors derrière, on va vous parler de méthodes de consolidation. Là où ça peut se complexifier, c'est lorsque vous allez devoir agréger les comptes de vos filiales, de votre mère et de vos filiales A, B, C, et que C, finalement, elle est en Suisse et qu'elle établit ses comptes en francs suisses. Donc là, il va falloir convertir ses comptes. Puis après, vous pouvez avoir des problématiques d'opération intra-groupe avec une entité qui a vendu à sa sœur en dégageant une marge. Bon, nous, l'objectif en conso, c'est de présenter les comptes d'un ensemble d'entités qui sont détenues par une mère et qui ont des liens capitalistiques entre elles, d'accord, comme si elles ne formaient qu'une seule, en fait, hein. L'objectif, c'est vraiment de publier un seul jeu d'état financier qui porte sur plusieurs entités. Donc, voilà ce qu'est la conso. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'opportunité de produire des comptes consolidés ou de travailler peut-être sur cette partie du programme, mais faites-moi un retour si c'est le cas. Donc voilà, moi tous les jours j'accompagne, hein, voilà, des groupes à présenter leur compte consolidé. Alors ça peut être des groupes composés d'une dizaine d'entités. Je crois que même le plus petit groupe que j'ai à faire, je crois que c'est 6 entités. Et derrière, j'ai aussi des consos à 180 entités qui sont situées un petit peu partout dans le monde. Donc vraiment, hein, ça peut aller du tout au tout, en normes françaises, en normes IFRS, mais il y a aussi d'autres référentiels, alors qu'on ne vous demande pas de maîtriser ou de connaître le jour du programme, mais les Chinese GAAP, les Lux GAAP, les UK GAAP, c'est vraiment, hein, au même titre que les normes IFRS ou que le référentiel français. C'est voilà, un code de la route qui va vous orienter et qui va vous donner des instructions pour pouvoir comptabiliser de telle façon ou de telle façon une opération. D'accord ? Donc voilà ce qu'est la consolidation. Idem, hein, faites-moi un retour, hein, si vous souhaitez qu'on échange peut-être un peu plus sur ce point. C'est vrai que le chapitre est très dense, il y a beaucoup de choses à connaître, hein. Vous savez, pour établir une conso, hein, c'est vraiment une recette, hein, c'est un gâteau, hein, une conso. Vous commencez par déterminer, déjà par observer quel référentiel vous allez devoir ou pouvoir appliquer. Derrière, on va vous demander de déterminer le périmètre de consolidation. On va vous demander également d'opérer des retraitements de pré-consolidation afin de rendre homogènes les comptes. C'est vrai que si vous avez une filiale A qui amortit ses immobilisations sur 5 ans, une filiale B sur 10 ans, hein, à ce moment-là, on peut se poser la question, si on agrège les comptes, est-ce que véritablement, quelle va être la pertinence des comptes? Et donc à ce moment-là, on va vous demander peut-être que le manuel de consolidation établi par le groupe, peut-être qu'il va stipuler que les immobilisations doivent être amorties sur 10 ans, auquel cas vous allez retraiter les comptes de la filiale A de façon à homogénéiser ces comptes afin qu'on puisse les agréger dans un second temps.
Donc vous allez avoir comme ça des opérations de pré-consolidation à réaliser. Puis il va y avoir derrière votre filiale C qui, encore une fois, est peut-être au Japon. Hein, elle va avoir des yens dans les états financiers qu'elle va vous remonter. Et ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les convertir avant de pouvoir additionner les comptes de vos filiales A, B et C. Une fois que c'est additionné, dans la mesure où on va se dire « Ok, très bien, quel est mon objectif ?» Moi, de présenter un seul jeu de compte hein, d'un ensemble d'entités, mais l'objectif, ça va être de présenter un seul jeu de compte. Toutes les opérations interco qu'il y a pu avoir, intra-groupe, on va les éliminer, parce que sinon, en fait, peut-être que la filiale A aura une créance envers la filiale B, B aura une dette envers la filiale A. Bon, à ce moment-là, si on remonte la créance et la dette, on va se retrouver en fait derrière avec une créance sur soi-même et une dette sur soi-même. Donc l'objectif, c'est qu'on va dégonfler le bilan pour présenter les bons volumes. Donc que ce soit au niveau du résultat, mais au même titre qu'au niveau du bilan. Après, vous allez avoir des opérations particulières qui sont liées au regroupement d'entreprises. Donc ça, c'est vraiment propre à la conso, avec la détermination du fameux goodwill, hein, que vous avez peut-être déjà entendu parler, du goodwill, ou qu'on appelle également écart d'acquisition en normes françaises, hein, goodwill pour le référentiel international. Et puis à la fin, le pivot de la conso consiste en fait à partager les capitaux propres de vos filiales entre la part qui revient au groupe et la part qui revient aux intérêts aux minoritaires. Si demain vous détenez une filiale, vous peut-être à 90%, il n'y a que 90% des comptes de votre filiale qui vous appartiennent et 10% qui appartient aux minoritaires. Et vous allez devoir opérer un partage comme ça pour chacune des filiales pour sortir vos comptes consolidés et présenter les capitaux propres part du groupe et derrière les intérêts minoritaires. Donc voilà, voilà comment est-ce qu'on présente, on publie et on sort des comptes consolidés. Donc la conso, comme je vous le disais, c'est une logique hein, à avoir. Au départ, c'est vrai que c'est toujours un petit peu curieux de travailler sur de la conso, mais au même titre que quand on vous a présenté la première fois le débit-crédit, moi je me souviens encore que j'étais quand même assez perdu et je comprenais rien. Et beaucoup de gens me disaient, mais si, c'est assez logique, et je trouvais pas ça du tout logique. Et puis d'un coup, j'ai trouvé ça, effectivement, j'ai trouvé que ça coulait de sens. C'est la même chose en conso. Hein. Au départ, c'est effectivement un coup à prendre, et puis après, ça déroule. C'est plus que le chapitre est dense, c'est qu'on vous demande de connaître voilà, un certain nombre d'opérations, mais ça se redescend plutôt bien. Nous, on fait beaucoup de live, hein, donc chez ProConta. Vous allez avoir des cours avec des exercices, une plateforme auquel vous avez accès, des vidéos d'entraînement hein, qui sont assez courtes, hein, très très condensées sur chacune des thématiques qui vous permet d'appréhender le cours. Et puis, de façon régulière, on va faire des lives avec un intervenant. Hein, moi, j'en fais plusieurs dans l'année, hein, vraiment à peu près au moins une fois par mois. Et il va y avoir aussi d'autres intervenants qui vont intervenir et qui vont donc présenter certains exercices. Et ça nous permet d'échanger, de pouvoir évacuer les zones d'ombre, répondre à vos questions, puisque c'est toujours mieux d'avoir une interaction avec un professeur à un moment donné. D'accord ? Donc, il y a des règles, donc les règles propres à la conso, il faut pouvoir les appréhender, le cadre réglementaire, le processus de consolidation que je viens de vous présenter. Hein, dans les grandes lignes, voilà ce que l'on redescend tout au long de l'année. Et derrière, donc l'établissement des documents de synthèse, hein, le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres, etc. Et l'ensemble de ces règles sont à connaître en normes françaises, hein, ce qu'on vous demande de maîtriser hein, dans le cadre du bulletin officiel, pardon, en normes françaises, hein, à INSEE 2020-01, et en normes internationales, en normes IFRS. D'accord ? L'audit, donc, qu'est-ce que l'audit ? Pour moi, peut-être le dossier le plus rentable le jour de l'examen, puisque une question en audit, à partir du moment où on sait, on y répond assez vite. Il n'y a pas énormément, je dirais, de réflexion ou d'analyse à avoir. Hein. C'est souvent, on sait, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas, malheureusement, oui, c'est des points en moins, vous me direz. Mais à partir du moment où on sait, ça va relativement vite. Hein. Contrairement à une question en conso, où vous devez quand même poser sur papier, c'est plus technique, ça vous demande quand même d'avoir une certaine réflexion. En audit, c'est souvent des questions de cours. Donc l'audit, qu'est-ce que c'est ? C'est du contrôle, hein, contrôle de compte. Un audit derrière peut être donc contractuel, légal, géré, enfin en tout cas appréhendé par un commissaire aux comptes. Vous, à votre niveau, le conseil que je peux vous donner, c'est de maîtriser le champ lexical qui est très spécifique à l'audit.
les diligences, les assertions, le risque d'anomalie significative, etc. Il y a vraiment tout un champ lexical qui est très propre à l'audit. Et une fois que vous l'êtes approprié, bon, c'est vraiment du cours et c'est beaucoup, je dirais, de théorie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir, hein, pour vous donner quelques exemples? Le cadre général de l'audit, donc pouvoir connaître les objectifs d'un audit, quelles sont ses limites, les différents types d'audit, contractuels, légal, que sont les NEP, les normes d'exercice professionnel. Au niveau des définitions, que sont les assertions, qu'est-ce qu'une assertion? Définissez un risque d'audit, hein, le risque inhérent, déterminer ce qu'est le seuil des anomalies manifestement insignifiantes, le seuil de significativité, etc. Les conditions d'exercice après, hein, au niveau de la profession de commissaire aux comptes. Donc ils sont vraiment très encadrés, hein. À partir du moment où vous contrôlez, vous ne pouvez pas être, je dirais, avoir de problématiques de conflit d'intérêts, hein, lorsque vous contrôlez les comptes d'un de vos clients, hein, c'est pas possible. Quelles sont les responsabilités que encourt le commissaire aux comptes? C'est extrêmement important. Les problématiques de nomination, de renouvellement, dans le cadre des EIP, donc entités d'intérêt public, et les non-EIP, donc c'est vraiment aussi spécifique, mais voilà, encore une fois, c'est beaucoup de cours. Le cas de la procédure d'alerte, que vous retrouvez également dans le cadre de l'UE1 du DSCG, la révélation des faits délictueux. Vous avez une partie aussi qui porte donc sur le contrôle interne, quels sont les objectifs d'un contrôle interne, le fameux principe de la séparation des tâches entre la personne qui comptabilise, qui traite, qui paye, les risques qui peuvent être liés au contrôle interne. Et puis tout ce qui va porter aussi sur les travaux de fin de mission, la lettre d'affirmation, hein, qu'on appelle également la lettre DAF, la certification des comptes, quels sont les différents types de certification, hein, les différents types d'opinions. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de cours à connaître, mais c'est très peu technique, hein, l'audit, hein, voire quasiment pas technique. D'accord? Peut-être qu'il y a des auditeurs parmi nous qui pourront nous donner leur ressenti. En pratique, bon, moi j'en ai fait un petit peu, c'est très intéressant, hein. Ça vous demande en fait l'audit de vraiment, je dirais, capitaliser sur l'ensemble des connaissances que vous avez, aussi bien en finance, en stratégie, en comptabilité évidemment, en contrôle de gestion. Il y a vraiment, ça vous demande de réunir un certain nombre de compétences. C'est extrêmement intéressant. On vous demande de prendre de la hauteur. Vous faites moi, je me souviens de missions très intéressantes. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas en pratique, et voilà. Mais à votre niveau, je dirais dans le cadre de la préparation de l'UE4 du DSCG, c'est plus des connaissances théoriques qu'on vous demande de maîtriser. Donc voilà pour ce qui est de l'audit. Donc ce que vous devez être capable de faire le jour de l'examen, passer les écritures comptables liées aux opérations de restructuration. Hein, encore une fois, si vous avez une recette pour chacune des opérations qu'on a vues, la PA, la TUP, etc., bon, ça se redescend plutôt bien. Déterminer l'impact des normes IFRS sur les états financiers. Bon, c'est un bien grand mot, hein, puisque c'est principalement la comptabilisation au niveau des normes IFRS. Enfin, en tout cas, les dossiers de consolidation sont souvent appréhendés en IFRS, et c'est plus de la technique, hein, c'est peu de jugement, d'accord, et peu d'analyse, hein. Donc passer les enregistrements comptables, enregistrer l'ensemble des opérations de consolidation, donc la détermination du goodwill, et puis on vous demande derrière de le comptabiliser. Il faut pouvoir prendre de la hauteur, et bon, vous avez quand même souvent des questions de cours sur la partie conso, et sur le dossier IFRS, ce sont principalement des questions de cours. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment possible d'aller chercher des points et d'avoir une excellente note au DSCG, hein. Certains étudiants qui étaient avec nous, moi, m'ont fait des retours, et ils ont eu des notes vraiment incroyables, parce que voilà, ils travaillaient tout au long de l'année, de façon régulière, hein, sans faire des heures à plus les compter, et ça s'est relativement bien passé. On vous demande également, hein, au niveau du programme, de pouvoir mettre en œuvre une démarche d'audit. Alors c'est un bien grand mot, hein, puisque ça c'est vraiment en pratique qu'on arrive à le faire, mais au bout d'un certain nombre d'années d'audit. Donc c'est plus, voilà, encore une fois, des connaissances théoriques qu'on vous demande de maîtriser. Quels sont, je vais vous donner quelques conseils au niveau des méthodes d'apprentissage pour chacune de ces thématiques. À chaque fois, c'est toujours la même chose, hein.
pour l'ensemble du programme. Commencez par maîtriser le cours, lisez-le. Voilà, c'est tout bête, mais commencez par là. Derrière, faites les exercices applicatifs. Les exercices qu'on vous donne, en tout cas chez ProConta, volontairement, sont en fait souvent, je dirais, pardon, je ne trouve plus mes mots, mais vous commencez par appréhender, ou en tout cas traiter les exercices, disons, les plus simples, et puis au fur et à mesure, vous montez sur des exercices qui sont de plus en plus complexes, qui vous permettent de monter en puissance, et puis à la fin, quand on fait des lives, bon, souvent, au niveau des lives, hein, ce ne sont que des exercices, et les lives que je présente, en général, ce sont des exercices qui sont quand même assez poussés, assez compliqués. C'est volontaire, hein, je ne vais pas vous préparer au niveau attendu le jour de l'examen. Hein, en général, c'est vraiment un niveau qui va bien au-delà de ce qu'on attend de vous, ce qui vous permet vraiment d'appréhender l'examen au mieux. D'accord. À partir du moment où vous faites vos exercices, dès que vous faites, je ne sais pas, dès qu'il y a des points spécifiques à remonter, n'oubliez pas tout le temps de vous faire votre petite fiche sur les points spécifiques que vous avez eu à traiter dans le cadre des exercices. Maintenant, la chance, je dirais, que vous avez chez ProConta, c'est que, encore une fois, chacun des points du programme, par exemple en consolidation, va être présenté dans le cadre d'une petite vidéo qui dure généralement une dizaine de minutes ou maximum une quinzaine de minutes, avec derrière un cours complet par rapport à ce point-là et une fiche qui va vous être préparée pour que vous ayez directement votre fiche et derrière une base de données assez importante avec plein d'exercices à faire. Et à la fin, vous avez également donc des lives. Avec tout ça, normalement, vous êtes préparé. D'accord? Donc, les opérations de restructuration, c'est technique, d'accord? Peu de juridique à connaître, il y en a quand même un petit peu avec le commissariat à la fusion, etc., le régime fiscal qu'il pourrait y avoir dans le cadre des opérations de restructuration, mais c'est principalement, c'est très technique, donc c'est beaucoup d'exercices, et il faut faire beaucoup d'exercices pour être bien préparé. Au niveau des normes internationales, voilà, je me répète, mais ça va être surtout de la connaissance, je dirais, théorique à avoir par rapport à ces normes. Encore une fois, un vernis qu'on vous demande d'avoir en sortant du DSCG. Focalisez-vous sur les principales normes, donc on vous guide au fur et à mesure qu'il pourrait y avoir, et à chaque fois, essayez de faire un parallèle avec les normes françaises pour observer quelles peuvent être les différences de traitement. Encore une fois, on en revoit, on fait pas mal de live par rapport à ces normes IFRS. Vous avez pour chacune des normes du programme, IAS 1, IAS 7, etc., une vidéo qui est dédiée à cette norme avec le cours et une fiche qui synthétise vraiment juste ce qu'il faut savoir pour l'examen. Les comptes de groupe, alors vous avez une partie juridique à maîtriser quand même, détermination des méthodes de conso, etc. Il y a quand même du juridique par rapport à la consolidation, les seuils d'exemption par exemple, les cas d'exclusion que vous pouvez avoir dans une consolidation. Donc il y a quand même une partie cours à maîtriser, et puis après c'est vraiment de la technique pur jus. C'est exo, 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 exo. À partir du moment où vous vous exercez en conso, certains y prennent plaisir et aiment ça, et derrière souhaitent évoluer après en consolidation. D'autres, bon, c'est peut-être moins le cas, mais à partir du moment où vous faites des exercices et que vous ne vous y prenez pas à la dernière minute ou le dernier mois, puisque c'est vraiment, il faut que ça infuse quand même. Il faut que vous puissiez à un moment donné aussi maîtriser le retraitement, etc. À partir du moment où vous vous exercez, vous commencez relativement tôt, bon, généralement c'est pas la partie la plus complexe du programme. Sur l'audit, voilà, théorique comme je vous le disais, prenez vos fiches, révisez-les régulièrement, donnez aussi l'impression au correcteur que vous avez quand même travaillé tout au long de l'année, et pour ça, maîtrisez le champ lexical propre à l'audit. Encore une fois, il y a des notions qui sont vraiment très très propres à l'audit. Et derrière, je dirais que pour l'ensemble de ces différentes thématiques,
il faut travailler avec un maximum de réflexes et puisqu'il y a la variable temps qui rentre en ligne de compte le jour de l'examen, hein, volontairement, vous devez traiter quand même un certain nombre de cas et d'opérations et de questions dans un temps imparti et qui peut s'avérer très très court, hein, parfois. Donc, il faut vraiment s'y préparer en amont pour pouvoir être vraiment à l'aise le jour de l'examen. D'accord? Donc, les leçons à tirer des rapports du jury. Malheureusement, les copies reflètent toujours une connaissance approximative des points clés du référentiel lié à l'UE4. En fait, ce qui se passe, c'est que cette UE a pour réputation d'être compliqué à avoir. Le taux de réussite est relativement faible, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'étudiants se préparent à la dernière minute, hein, vraiment commencent à travailler au niveau du programme au mois de septembre pour le mois d'octobre. C'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Certains y arrivent et certains réussissent, mais c'est compliqué de pouvoir appréhender ou en tout cas maîtriser toutes ces notions en aussi peu de temps. Donc, la clé de la réussite, c'est plutôt que de travailler comme un acharné à la fin, c'est plus de travailler, disons, de façon régulière tout au long de l'année, mais sans que ce soit vraiment ne pas y passer non plus tout son week-end. Je dirais qu'en termes de volume, pour quelqu'un qui passe l'UE4 du DSCG, travailler, allez, peut-être si possible, je dirais 6 heures par semaine, hein, donc c'est-à-dire 3 heures peut-être le week-end, et puis trouver 2 jours dans la semaine pour travailler 1 heure et demie. Si vous faites ça, vous êtes large, hein, très sincèrement, vous êtes vraiment, vraiment large. Nous, on commence les cours, moi je commence les cours d'ici la fin du mois. Donc on va commencer, exercice que j'aime bien, on va commencer par faire une conso pour le premier live, hein, directement. Donc on va prendre une conso, on va faire une conso de A à Z. Exercice assez intéressant. Donc pour ceux qui souhaitent relever le challenge, hein, et qui souhaitent me rejoindre pour réaliser et sortir cette conso, hein, et observer l'ensemble du processus de consolidation, bah écoutez, vous êtes les bienvenus, hein. L'objectif, voilà, ça va être de redescendre le process et chacune des étapes. Donc, si toutefois vous voulez vous joindre à moi et relever le défi, vous êtes les bienvenus. Des candidats en poste et pas suffisamment accompagnés, c'est aussi ça le sujet, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui soit proviennent d'autres masters et veulent obtenir le DSCG en passant l'UE1 et l'UE4 parce qu'ils ont d'autres équivalences, mais n'ont pas conscience aussi de la charge de travail qu'exige le DSCG, donc s'y prennent encore une fois à la fin, ou alors travaillent très très peu tout au long de l'année et se retrouvent rapidement submergés par l'ensemble, enfin le volume de connaissances qu'on vous demande d'avoir le jour de l'examen. Donc c'est souvent un problème. Il y a aussi les personnes qui sont en poste et qui travaillent à côté, hein, pour qui c'est compliqué de devoir se remettre dans les cours le soir, etc. C'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que chez ProConta, hein, on a cette volonté. Et on essaye de calibrer le programme en identifiant les points clés, les points les plus importants, hein, en proposant des petites vidéos de cours qui sont consultables sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, de façon à ce que vous puissiez, voilà, en permanence pouvoir consulter vos cours, vos fiches, etc. Et ne pas perdre le fil, hein. C'est vraiment la clé de la réussite. D'accord ? Donc après, très sincèrement, comme je vous le disais, il y a énormément d'étudiants qui ont de très très bonnes notes, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître l'écart type qu'il pourrait y avoir au niveau de cette UE, puisque je pense que voilà, soit on se vautre littéralement parce que voilà, on n'a pas conscience de ce qui est appréhendé, soit on a vraiment de très très bonnes notes, hein. Moi, j'ai souvent eu des retours avec des personnes qui ont eu des notes excellentes. Mais voilà, il travaillait très sincèrement, régulièrement tout au long de l'année. Il se préparait bien en travaillant sur les annales à la fin, au mois d'octobre, et tout se passait très très bien. Donc voilà, là j'ai hâte de connaître les résultats des étudiants qu'on a pu accompagner, et d'autres aussi, et de lire le rapport du jury en espérant que cette année, bon, voilà, qu'un maximum de personnes et de candidats puissent être satisfaits.
Donc mauvaise maîtrise des connaissances de base, la consolidation, la fusion ou la scission et l'audit ne sont pas des thématiques que l'on peut dominer en les découvrant quelques jours avant l'examen. C'était ce que je vous disais, hein. Moi aussi, hein, c'est la sensation que j'ai parfois quand on accompagne des étudiants à la dernière minute et qu'ils découvrent le programme à la toute fin. Très sincèrement, c'est compliqué. Encore une fois, pas impossible, mais compliqué.